Alors, je dois donc vous parler de la nouvelle droite, l'occultisme et la doctrine catholique. Alors j'avais prévu de faire deux parties. D'abord l'histoire, en insistant sur la préhistoire, parce que les auteurs qui ont traité de la nouvelle droite, en général, passent très rapidement sur cette préhistoire, qui est importante pour comprendre le mouvement, pourtant, et ensuite de parler des idées. Mais comme j'ai fait quelque chose d'assez long, je ne sais pas si j'aurai le temps, et en plus je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout, et qu'à mon avis, les idées, c'est ce qu'il y a de plus important, eh bien je vais bouleverser mon plan, je vais vous parler d'abord des idées et ensuite de l'histoire, bien, même si c'est moins logique. Alors, je vais être obligé de donner un certain nombre de définitions que une bonne partie des personnes qui sont ici connaissent déjà, et je les prie de m'en excuser, mais pour les plus jeunes, c'est indispensable, vous comprendrez pourquoi. Alors, donc les idées de la nouvelle droite. Eh bien, il est impossible de donner ici un examen complet des idées de la nouvelle droite. Je vais donc me limiter à un certain nombre d'entre elles, dont je vais essayer de montrer qu'elles sont contraires non seulement à la doctrine catholique, mais encore au sens commun. Nous verrons que, bien loin d'être originale, l'idéologie de la nouvelle droite naît, comme le disait Luc Gaffier, qui est l'auteur d'un livre intitulé « Les idées du conservatisme américain », ce n'est rien d'autre que, je cite, un romantisme idéaliste et gnostique. C'est une excellente définition. Alors la plus grave des erreurs propagées par la nouvelle droite, et peut-être même est-ce que c'est celle dont découlent toutes les autres, c'est le refus du principe d'identité, dit aussi principe de non-contradiction ou principe du tiers exclu. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, pour la civilisation catholique, comme pour la philosophie du sens commun, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. La notion d'être, c'est le premier principe rationnel, c'est le fondement de notre raison. Est, non, non, disaient les scolastiques. Et ils disaient aussi a est a et n'est pas non a. C'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être elle-même et son contraire dans le même temps et sous le même rapport. Or, il se trouve des sophistes assez fous pour nier cette évidence. L'un d'eux, un propagandiste communiste, montrait un gland, le fruit du chêne, et il demandait est-ce que c'est un fruit ou un arbre. Et si on lui répondait c'est un fruit, il objectait plante-le dans la terre et tu verras que c'est un arbre. Eh bien, c'est une piètre objection, évidemment. Le gland est un fruit, et il peut devenir plus tard un arbre. Il peut aussi rester fruit, et se dessécher. De toute façon, il n'est pas, dans le même temps, fruit et arbre. Il est fruit en acte et arbre en puissance. Cette distinction entre acte et puissance est essentielle pour réfuter les sophismes des adversaires du principe d'identité. La plupart des gens, a écrit très justement le philosophe chrétien Jean d'Aujas, n'ont pas même idée que ces convictions premières puissent être discutées. La première de ces convictions fondamentales, dit toujours Jean d'Aujas, c'est que l'affirmation humaine a un sens. C'est que oui et non sont des mots qui ont un sens et qui ne peuvent pas être interchangés. C'est que oui n'est pas non, que oui est oui et que non est non. C'est qu'on ne peut pas dire un jour le contraire de ce que l'on a dit la veille sans être infidèle à sa propre pensée et sans être au moins une des deux fois dans l'erreur. C'est en un mot qu'il y a une vérité et une erreur qui ne se confondent pas. Si oui et non ont un sens pour le commun des hommes, poursuit Jean d'Aujas, c'est parce que le commun des hommes pense que notre intelligence doit reconnaître la réalité telle qu'elle est, que les choses sont ce qu'elles sont, et qu'il ne dépend pas de nous qu'elles soient autrement. La dépendance de notre intelligence vis-à-vis de la vérité ou de la réalité à connaître, voilà la première conviction fondamentale de la pensée commune. La seconde, c'est qu'il y a un bien et un mal, des choses bonnes et des choses mauvaises, et que l'un n'est pas l'autre. Jean d'Aujas écrivait ça dans Connaître le communisme. Et Jean Housset commentait ainsi Jean d'Aujas, tel est le fond de la pensée chrétienne, voilà qui fut et demeure le sens commun, le tour de la pensée fondamentale de l'humanité. Or, voici, en contraste, ce qu'a écrit Alain de Benoît. C'est dans Le Divin, l'union des contraires, dans un livre paru en 1980, un recueil sous la direction de Marc de Smet intitulé L'Europe païenne. Voilà donc ce qu'écrit Alain de Benoît. Un auditeur déclare avoir relevé dans mon propos un certain nombre de contradictions. J'ai du mal à ne pas éclater de rire. Que lui répondre? Que le principe d'identité a vécu. Vous avez bien entendu? Le principe d'identité a vécu. Et que dans toute démarche, il n'y a que les contradictions qui soient fécondes.
Fin de citation. Alain de Benoît se réclame donc de l'union des contraires, coincidentia oppositorum, dont il fait l'élément essentiel du sentiment religieux païen. Il déclare, je cite, « L'avenir appartient à ceux qui seront capables de penser simultanément ce qui, jusqu'ici, n'a été pensé que contradictoirement. » Et il en tire les conséquences pratiques en déclarant, je cite, « Être considéré comme un intellectuel de droite ou comme un intellectuel de gauche m'indiffère totalement. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas être les deux à la fois ?» Nous avons vu que nous verrons, puisque le plan est inversé, nous verrons que les chefs de la nouvelle droite ont été formés dans des milieux imbus du darwinisme social, on verra ce que c'est, qui repose sur le dogme de l'évolution. Conformément à ce dogme, la philosophie du Grèce, c'est-à-dire de la nouvelle droite, est donc une philosophie du devenir, par opposition aux philosophies de l'être, que sont les philosophies réalistes. Mais si la notion d'être est vaine, si tout se transforme constamment dans un perpétuel devenir, il n'y a pas non plus de vérité. C'est ce que constatait Yves Daoudal dans un bon article intitulé « Un survol de la nouvelle droite » qui est paru dans les années 1980 dans Itinéraire. Je cite Yves Daoudal, « Cette philosophie implique qu'il n'y a pas de vérité absolue, car l'homme ne peut appréhender qu'une certaine perspective du monde. Toute vérité universelle est donc une illusion. Toute métaphysique, au sens traditionnel, est un leurre. Il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas de nature humaine. La seule loi qu'admettent ces nominalistes est celle du conflit qui provoque le changement et donc le devenir. » Fin de citation. Pour le sens commun, nos idées, ou plus exactement les concepts abstraits et généraux sous lesquels nous distribuons tous les êtres, ont une valeur objective. Quand je pense homme au singulier et en général, c'est-à-dire être humain, j'évoque une réalité qui existe en soi, qui est parfaitement identifiable. Malgré les différences qui existent entre les êtres que je désigne ainsi, qui peuvent être grands ou petits, beaux ou laids, jeunes ou vieux, qui peuvent être des hommes ou des femmes, nos esprits savent immédiatement de quoi il s'agit, et il ne faut pas confondre le concept homme avec le concept singe ou le concept arbre. Il y a adéquation entre notre intelligence et le réel, ce qui est la condition même de la vérité. Cette philosophie du sens commun, c'est le réalisme. Pour la philosophie qui s'y oppose, qui est le nominalisme, et c'est de nominalisme que se réclame constamment la nouvelle droite, eh bien pour le nominalisme, nos idées, nos concepts n'ont pas de réalité objective. Ils n'ont qu'une valeur de signe, une valeur de convention, qui permet des classements utiles, mais provisoires, car aucune vérité définitive ne saurait exister, puisque tout change dans une perpétuelle évolution, et que toute chose peut être en même temps elle-même et son contraire. Donc il n'y a plus de vérité, donc il n'y a plus de dogme, et la nouvelle droite se vante de professer, je cite, un antidogmatisme de principe. C'est écrit dans Éléments, numéro 56, en page 13, un antidogmatisme de principe. Et ça, c'est important, parce que c'est un point commun de la nouvelle droite avec la franc-maçonnerie. Car la franc-maçonnerie rejette toujours, catégoriquement, ce qu'elle appelle le dogmatisme, c'est-à-dire la croyance à des vérités immuables. Deuxième erreur fondamentale professée par le Grèce, le panthéisme, c'est-à-dire le refus de distinguer entre le créateur et la création. Refus de reconnaître que le monde a été créé par Dieu ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Pour les panthéistes, le monde a toujours existé, car Dieu et le monde sont une seule et même chose, et Dieu, eh bien, ce n'est que l'âme du monde, à moins que le monde, ce ne soit qu'une simple émanation de Dieu. Alors, pour illustrer cette analyse, voici une citation récente d'Alain de Benoît. C'est tiré d'un entretien avec Alain de Benoît, publié dans un livre sous la direction de Daniel Masson. Ça s'intitule « Dieu est-il mort en Occident ?» et c'est paru chez Très Daniel, éditeur maçonnique, en 1998. Alors je cite Alain de Benoît. « Le cosmos du paganisme est un ordre harmonieux qui ordonne, dans une totalité parfaite, l'infinité des formes du possible auxquelles la physis, c'est-à-dire la nature, auquel la physis donne réalité. Ce cosmos qu'aucun Dieu n'a créé est le même pour tous, ce qui signifie que tous les êtres, animaux, humains ou divins, y sont également rattachés. Étant éternels,
Il ne peut avoir de finalité ou de but. Il peut seulement être. Toute puissance se rassemble en lui, et c'est en prenant conscience de son appartenance au cosmos que l'homme peut développer ce qu'il y a de divin en lui. J'ouvre une parenthèse, c'est une démarche qui est exactement similaire à celle des gnostiques, qui veulent eux aussi prendre conscience de l'étincelle divine qu'il y a en eux. Je poursuis la citation. Dans une telle perspective païenne, il ne saurait y avoir de création ex nihilo. Les religions indo-européennes comportent des mythes cosmogoniques du commencement, mais ces commencements ne sont en général que des débuts de cycles qui s'enchaînent éternellement les uns aux autres. Le cosmos païen n'est pas un cosmos créé par Dieu, mais bien plutôt ce qui permet au Dieu d'exister. Il est une émanation de l'être. Dans la pensée indienne, l'absolu souffre d'incomplétude. Il engendre le monde comme pour se réaliser, pour prendre en quelque sorte connaissance de lui-même, et c'est pourquoi il se divise, donnant ainsi naissance aux singularités. Fin de la citation d'Alain de Benoît. Or, ce panthéisme, indiscutable, il constitue l'essentiel de ce que le Grèce appelle paganisme. Alain de Benoît le reconnaît lui-même. Je le cite encore, c'est toujours dans le même entretien avec Daniel Masson. « Notre débat, écrit-il, ne porte donc pas fondamentalement sur la question du nombre des dieux que l'on vénère. C'est aussi pourquoi le paganisme ne saurait consister aujourd'hui à restituer d'anciens panthéons, mais bien plutôt sur l'acceptation ou le refus de cette distinction entre être créé et être incréé qui apparaît au fondement du dualisme chrétien. » Fin de citation. Alors, ce qu'Alain de Benoît appelle le dualisme chrétien, c'est tout simplement la distinction entre le créateur et la création. Pour Alain de Benoît, il n'y a qu'une seule substance, qui est aussi bien Dieu que l'univers, c'est ce que l'on appelle le monisme, c'est un autre nom du panthéisme. Mais, vous savez qu'Alain de Benoît refuse, il nous l'a dit lui-même, il refuse le principe de non-contradiction. Donc il n'hésite pas à déclarer froidement, je le cite, « Je ne suis pas athée, pas plus d'ailleurs que je ne suis panthéiste », toujours dans son entretien avec Daniel Masson. Alors, notons une chose au passage. Ce langage contradictoire, qui fait l'apologie d'une doctrine pour la renier immédiatement après, c'est une des principales caractéristiques de la rhétorique maçonnique. Ça, il faut le savoir. Souvenons-nous des paroles de notre Seigneur. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du démon. Alain de Benoît est un homme prudent, qui esquive systématiquement les conclusions logiques qui découlent de ses propos. Mais il lui arrive cependant de tenir des discours qui dégagent un fort relent de gnose et de manichéisme. Voici par exemple ce qu'il déclarait à Daniel Masson. Je cite. « Qu'est-ce que le christianisme a apporté que le monde ignorait avant lui? Qu'a-t-il apporté de plus et de meilleur comme nouveauté radicale? Vous me répondrez sans doute la possibilité donnée à l'homme pour la première fois de faire son salut. Et de fait, écoutez bien, et de fait, la diffusion en Europe de cette croyance, apparemment née sur le pourtour méditerranéen, selon laquelle l'âme humaine, emprisonnée dans la matière, est déchue et ne peut être rachetée que par l'intercession d'un Dieu sauveur, représente bien une innovation. » Fin de citation. Or, cette conception d'une âme humaine, déchue car emprisonnée dans la matière, qu'Alain de Benoît prend, ou feint de prendre pour la doctrine chrétienne, ce n'est absolument pas la doctrine chrétienne. C'est en fait une conception gnostique. Pour les chrétiens, l'âme humaine, elle n'est nullement emprisonnée dans la matière, elle anime un corps dont elle est la forme substantielle. La matière est bonne, puisqu'elle a été créée par Dieu. Et le composé humain, corps et âme, a été créé bon. Et l'homme a déchu tout entier, et pas seulement son âme, à la suite du péché originel. Ce sont les gnostiques qui identifient la chute à une déchéance de l'âme, étincelle divine, emprisonnée par un mauvais démiurge, dans une matière qui est elle-même mauvaise. Et plus loin, interrogé par Daniel Masson qui lui demandait, je cite, « Le désir du ciel sur la terre, c'est précisément l'enfer selon Simone Weil. En termes de théologie chrétienne, c'est le désir de Satan, qui promet à l'homme la similitude avec Dieu s'il usurpe ses pouvoirs, à moins que vous ne fassiez de Satan le fils naturel de Dieu. » Et Alain de Benoît répondait, je cite, « Satan, fils naturel de Dieu, pourquoi pas? Ils appartiennent en tout cas au même univers. Ils y forment couple, en quelque sorte. Du reste, d'un strict point de vue théologique,
L'existence de Satan pose un problème que l'explication classique, la rébellion d'un ange déchu, est bien loin de régler. Fin de citation. Eh bien, ces propos frisent le manichéisme, lequel conçoit deux divinités égales et opposées. L'une divinité du bien, l'autre divinité du mal. Il est tout à fait révélateur que la revue Crisis, dont le directeur était Alain Benoît, ait publié dans ses numéros 3 et 4, dans les 2 derniers trimestres 89, une longue étude, en 2 articles, du professeur Jean Borella, qui est un gnostique bien connu, étude intitulée « La gnose au vrai nom ». On comprend pourquoi Alain Benoît prête la main à M. Borella pour sa tentative d'introduire la gnose dans la théologie chrétienne. Et il est également révélateur qu'Alain Benoît dirige, ou est dirigé, une collection chez l'éditeur occultiste Parvès. Autre caractéristique du discours de la Nouvelle Droite, la référence constante à la tolérance. En voici quelques exemples tirés de l'entretien de Daniel Masson avec Alain Benoît dans Dieu est-il mort en Occident. Je cite. « Cette religion païenne, indo-européenne, qui accompagne l'ethnogénèse des populations du même nom, est polythéiste à l'origine. Elle est tolérante par nature, car elle n'est pas prosélyte. » C'est en page 78. Plus loin. « Indifférent au nombre des dieux, le paganisme garantit la liberté religieuse, car il ne voit pas d'atteinte à la vérité dans la religion des autres. » Plus loin. « Homme de conviction, façonné par elle et vivant pour elle, j'aime la foi et les attitudes mentales ou les actes qu'elle inspire. Ces manifestations me touchent, du moins quand elles ne sont pas empreintes d'intolérance. » Plus loin encore. « Avec la démonisation du paganisme commence l'exclusion radicale de l'autre. » L'exclusion radicale de l'autre. On croit entendre les discours de Chirac. Les procès de sorcellerie, c'est toujours Alain Benoît qui parle, préfigurent les procès de Moscou, et les techniques pour y provoquer l'aveu sont exactement les mêmes. Fin de citation. Alors, il est intéressant de constater que cette apologie de la tolérance, on la retrouve constamment dans la propagande maçonnique. Et ce principe figure parmi les obligations édictées par les obédiences maçonniques dites latines, par opposition à la maçonnerie anglo-saxonne. Voici ce qu'on peut lire dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, publiée en 2000 dans le livre de poche et rédigée par des francs-maçons, à la notice régularité. Je cite. « La tolérance religieuse, le respect de la laïcité et l'interdiction absolue de prôner des doctrines racistes sont les principaux critères adoptés par les obédiences latines pour la reconnaissance d'une nouvelle obédience. » Autre affinité entre la nouvelle droite et la maçonnerie, l'anticomplotisme. En 1992, dans la revue Politica Hermetica numéro 6, Alain de Benoît a développé longuement une prétendue psychologie de la théorie du complot. C'était en fait un pamphlet médiocre, paré d'un jargon pseudo-scientifique destiné à en masquer des insuffisances, et cela visait à ridiculiser la théorie du complot, surtout dans ses aspects chrétiens, que l'auteur présentait comme complémentaire d'un délire d'interprétation paranoïaque. Dans un passage intitulé « Paranoïa et influence chrétienne », Alain de Benoît écrivait ceci, je cite, « On ne peut qu'être frappé du caractère fondamentalement chrétien d'un certain nombre de thèmes récurrents des théories du complot. On sait qu'à l'origine, nombre de ces théories sont apparues en milieu catholique, essentiellement pour combattre l'influence de la franc-maçonnerie. La plupart des théories du complot se fondent implicitement sur l'idée d'un ordre naturel que la conspiration viendrait parasiter ou perturber. La conspiration est en elle-même présentée constamment comme une contre-église. Dans la littérature conspirationniste, le complot est d'ailleurs régulièrement qualifié de satanique. Fin de citation. On voit qu'Alain de Benoît se conduit au moins comme un compagnon de route de la franc-maçonnerie. Il est par ailleurs caractéristique que presque tous les grands combats de société menés par la maçonnerie après 1968 dans le domaine de la morale aient été soutenus par la nouvelle droite. L'avortement, la corruption des mœurs, la promotion de l'homosexualité, aujourd'hui l'euthanasie. On comprend que dès 1984, Yves Daouda ait pu écrire dans Itinéraire ceci: « Pour lutter contre le christianisme, la nouvelle droite peut et doit, vu sa relative faiblesse, s'allier avec la franc-maçonnerie et le communisme. Il est vraisemblable que des gens de la nouvelle droite soient entrés dans la franc-maçonnerie, de façon à y diffuser leurs idées, en profitant notamment de la mode néo-guénonienne qui sévit dans nombre de loges. Arriveront-ils à constituer ainsi une néo-maçonnerie à leur service?
Ce n'est pas exclu, si l'on considère le succès avec lequel il pénètre les milieux politiques de droite. C'est dans Un survol de la nouvelle droite. Eh bien, il est évident aujourd'hui que la pénétration est réciproque et que grâce à la nouvelle droite et au réseau guénonien, la maçonnerie contrôle aujourd'hui étroitement une bonne partie de la droite française. Alors, voilà pour les idées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas tout vu, loin de là. Mais on ne peut pas faire plus. On va passer maintenant à l'histoire. Alors, pour comprendre la nouvelle droite, ses positions idéologiques et son évolution intellectuelle, il faut faire un peu d'archéologie politique et remonter au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a connu, comme chacun sait, la défaite de 40, suivie de l'occupation et de la division des Français en 3 forces antagonistes, l'attentisme vichysois, la collaboration avec l'Allemagne nazie et la résistance. Il existe, vous le savez, une histoire officielle écrite par la gauche qui voudrait nous persuader que la gentille résistance démocratique était de gauche et que la vilaine collaboration fasciste était de droite. En réalité, rien n'est plus faux, et tous les historiens honnêtes le savent depuis longtemps. On n'a pas le temps d'étudier les faits de façon détaillée ici, mais je vous renvoie à 2 ouvrages récents, Historiquement correct par Jean Sévillat, qui consacre un chapitre à ce sujet, et Les Dreyfusards sous l'occupation par Simon Epstein, un historien juif, qui montre que la plupart des militants dreyfusards survivant lors de la Seconde Guerre mondiale se sont retrouvés dans les cadres de la collaboration. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler au passage que Jean Vaquier, qui a donné son nom à nos journées d'études, fut un résistant, membre de l'Organisation de résistance de l'armée, l'ORA, de même que son maître en antimaçonnisme, Léon de Poncin. Seulement attention, leur combat à eux était dirigé contre l'occupant allemand, et non pas contre le gouvernement de Vichy. Ce n'était pas le même combat que celui de Londres. En revanche, un grand nombre d'hommes de gauche, au nom de leurs idées pacifistes et internationalistes, s'étaient opposés à la guerre de 1939 et furent séduits par l'idée d'une collaboration avec l'ennemi d'hier dans une Europe nazie. Par exemple, le célèbre romancier Alphonse de Chateaubriand, l'auteur de La Brière et de Monsieur Deslourdines. Il était issu d'une famille chouane, mais lui-même était dreyfusard et pacifiste. C'était un homme de gauche. Il fut séduit, dès 1937, par l'idéologie nationale-socialiste, à laquelle il consacra un livre intitulé La Gerbe des Forces, paru en 1937. Il voyait dans cette idéologie l'annonce, je le cite, d'un renouveau national et chrétien. Il est vrai qu'il se proclamait, et sans doute il se croyait chrétien, alors qu'en fait, c'était un ésotériste gnostique, comme le prouve son roman La Réponse du Seigneur, publié en 1933. Sous l'occupation, il fut le directeur du journal collaborationniste La Gerbe et animateur du groupe Collaboration. Ces hommes ont rejoint tout naturellement d'autres gens de gauche qui, vers 1934, s'étaient détachés du Parti communiste pour évoluer vers un nouveau totalitarisme, le fascisme. L'exemple le plus connu est celui de Jacques Doriot, qui fut un des dirigeants du PCF avant d'en être exclu en 1934 et de fonder en 1936 le Parti populaire français, le PPF, avec des cadres qui venaient eux aussi du communisme. On sait que Doriot fut ensuite un des dirigeants de la collaboration et qu'il y engagea son parti. Alors ces gens de gauche, devenus fascistes ou collaborateurs, ils n'ont pas pour autant abandonné leurs idées fondamentales, qui étaient des idées socialistes et révolutionnaires, même s'ils ont dû cohabiter, vaille que vaille, avec des gens de droite, que les circonstances avaient amené à faire eux aussi le choix du fascisme ou de la collaboration, car il y en a eu bien sûr, l'un des plus célèbres étant Robert Brasillac, venu de l'Action française. On peut citer également Philippe Henriot, qui venait de la Fédération nationale catholique et qui a été assassiné en 1944. D'ailleurs, le fascisme italien, comme le national-socialisme allemand, était généralement considéré comme des tentatives de synthèse entre un nationalisme révolutionnaire et un collectivisme édulcoré. De plus, c'était une idée qui était très répandue chez beaucoup d'intellectuels non-conformistes des années 1930, qu'il fallait dépasser l'opposition entre la droite et la gauche. Or, après 1945, les partisans de Vichy, qui n'étaient pas tous pro-nazis, loin de là, et ceux de la collaboration avec le national-socialisme, se sont trouvés tous confondus dans une même réprobation par les vainqueurs et soumis à une persécution sanglante. Parmi ceux qui ont survécu à l'épuration, les gens de gauche se sont trouvés rejetés à droite, tout en gardant leurs idées révolutionnaires. L'un des exemples les plus typiques de cette situation est Raymond Abellio.
dont je parle dans le numéro de printemps du Sel de la Terre. Il s'est donc produit un phénomène qui n'était pas absolument nouveau. Une pseudo-droite, foncièrement révolutionnaire et athée, parfois panthéiste, ou gnostique comme Abellio, allait côtoyer, et donc influencer au moins partiellement la droite classique, celle qui se réclamait de la contre-révolution et du christianisme. Ce phénomène, il n'était pas absolument nouveau, car il s'était produit vers la fin du XIXe siècle, en gros entre 1885 et 1914, un mouvement intellectuel qui présentait quelques points communs avec celui-ci. En effet, sous l'influence des idées du naturaliste Charles Darwin, décédé en 1882, qui est, comme vous savez, le théoricien du transformisme biologique et de l'évolution par la sélection naturelle, eh bien, sous cette influence, un courant de pensée, nommé darwinisme social, avait envahi non seulement la biologie, mais encore la philosophie, la psychologie, la sociologie, bref, ce qu'on nomme les sciences humaines. Ses représentants les plus influents avaient été en France le sociologue Gustave Le Bon, décédé en 1931, auteur de la psychologie des foules, le théoricien socialiste Georges Sorel, décédé en 1922, auteur des réflexions sur la violence, et l'anthropologue raciste Georges Vacher de la Pouge, décédé en 1936, auteur des sélections sociales. Ces penseurs, c'étaient des hommes de gauche, des matérialistes et des antichrétiens, tel Vacher de la Pouge qui écrivait, je le cite, « La morale sélectionniste met le devoir envers l'espèce à la place suprême, là où celle du christianisme met les devoirs envers Dieu. » Fin de citation. Mais leurs idées étaient élitistes et paraissaient donc s'opposer à la démocratie, ce qui fait qu'elles étaient capables de séduire certains hommes de droite, et Paul Déroulède, le chef de la Ligue des Patriotes, ainsi que Édouard Drummond, pendant un certain temps, et Maurice Barrès, furent influencés par ces idées. Toutefois, cette influence fut limitée au sein de la droite française. D'une part chez les catholiques, à cause de la forte vitalité de la philosophie thomiste, qui condamna le darwinisme et ses épigones, mais aussi chez les non-catholiques, à cause de la prédominance intellectuelle de Maurras et de l'école d'action française, qui rejetèrent également les doctrines évolutionnistes. Cependant, l'affaiblissement de l'influence de l'action française après sa condamnation en 1926, le virage à gauche qui s'ensuivit au sein de l'Église de France, ainsi que le succès des doctrines fascistes et national-socialistes à l'étranger, valurent à ce darwinisme social un certain regain de faveur à droite dans les années 1930, puis, pendant l'occupation, dans les milieux collaborationnistes. Ces thèses ont imprégné la mentalité de certains des vaincus de la Libération, qui les ont transmises à la faveur des luttes politiques qui accompagnèrent la décolonisation, et en particulier les combats pour l'Algérie française. Ces luttes amenèrent un certain nombre de jeunes gens, dont certains étaient issus des milieux de la droite classique, à adopter les idées de la droite révolutionnaire, c'est-à-dire ce darwinisme social, aggravé par les idées de Nietzsche sur la volonté de puissance et sur l'émergence du surhomme. Il n'est donc pas étonnant que les hommes que nous venons de citer, Nietzsche, Gustave Le Bon, Georges Sorel et Vacher de la Pouge, aient été revendiqués comme des maîtres par les chefs de la nouvelle droite. Alors le vivier qui a permis l'éclosion de la nouvelle droite, ça a été le mouvement Jeunes Nations, qui a été créé par la famille Sidos. Cette famille de militants nationaux est issue de François Sidos, qui était né en Algérie en 1889, qui était ancien combattant de 14-18 et qui a été dans l'entre-deux-guerres dirigeant régional des jeunesses patriotes de Pierre Tétinger. Il s'est rallié au maréchal Pétain en 1940, il a été chargé de mission au cabinet de Laval et inspecteur général adjoint des forces du maintien de l'ordre, c'est-à-dire de la milice, en poste à La Rochelle, ce qui lui a valu d'être condamné à mort et fusillé en mars 1946. Il laissait 4 fils, dont l'un, Pierre Sidos, né en 1927, a fondé en 1951, avec l'aide de ses frères, le mouvement Jeunes Nations. L'emblème du mouvement, c'était la croix celtique, que Sidos définissait ainsi, symbole du soleil considéré comme source de vie universelle. Ce qui est une définition païenne, si on la prend à la lettre. Le mouvement se définissait comme nationaliste et opposé aussi bien au communisme qu'à l'impérialisme américain. Or, il a été dissous par le gouvernement le 15 mai 1958
Pierre Sidos a essayé de le remplacer par un parti nationaliste qui a été interdit aussitôt. Sidos a été arrêté, emprisonné pendant quelques mois, avec plusieurs de ses amis, dont Dominique Venner. Dominique Venner, il était né en 1935 et c'était le fils d'un ancien militant du PPF de Doriot. Malgré la répression, cette équipe a réussi à publier un journal intitulé Jeune Nation jusqu'au putsch d'avril 61, tout en maintenant clandestinement le mouvement. Au printemps 1960, un groupe d'étudiants et de lycéens, sympathisants de Jeune Nation ou adhérents, a fondé la Fédération des étudiants nationalistes. Cette fédération était destinée à lutter contre la marxisation de l'université et à soutenir l'Algérie française. Ses deux principaux dirigeants étaient François d'Orcival, pseudonyme d'Amaury de Chaunac-Lanzac, né en 1942, et Fabrice Laroche, c'est le pseudonyme d'Alain de Benoît, né en 1943. Dominique Venner, Alain de Benoît, François d'Orcival, eh bien, on vient de nommer trois des principaux dirigeants de la Nouvelle Droite. Alors, la Fédération des étudiants nationalistes a publié une revue, Les Cahiers universitaires, à partir de 1961 jusqu'à 1965, et Fabrice Laroche, donc Alain de Benoît, en était le secrétaire de rédaction. Début 1963, Dominique Venner a fondé une nouvelle revue mensuelle, intitulée Europe Action. Ses animateurs et son public venaient de jeunes nations, dont le leader, Pierre Sidos, était alors emprisonné. Il est resté en prison jusqu'en 1963. Europe Action, le titre indique suffisamment l'orientation du journal. Du nationalisme français, l'équipe dirigeante passait à un prétendu nationalisme européen. Et il ne fait aucun doute que cette aberration était directement inspirée par les nostalgiques du Troisième Reich. Dominique Venner en était le directeur politique. Jean Mabire, qui est décédé cette année en 2006, militant néo-païen et autonomiste normand, en était le rédacteur en chef. Et parmi les autres rédacteurs principaux, on trouvait Fabrice Laroche et François d'Orcival. Parmi les collaborateurs de la revue figurait également le romancier Marc Augier, dit Saint-Loup, décédé en 1990, qui était un néo-païen fanatique, ancien militant socialiste SFIO, qui avait été à l'époque du Front populaire membre du cabinet du ministre socialiste des Loisirs, Léo Lagrange, et qui était également le responsable national des chantiers de jeunesse. Et il est passé du socialisme SFIO au national-socialisme, après la lecture d'un livre qui faisait une description enthousiaste de l'Allemagne nazie. Il s'agissait de La Gerbe des forces par Alphonse de Chateaubriand, dont on a parlé tout à l'heure, et Alphonse de Chateaubriand est devenu du coup son maître à penser, ce qui fait qu'il a créé avec lui, en juin 1940, le journal La Gerbe. Marc Augier s'est engagé ensuite dans la LVF, puis dans la Waffen-SS, où il a été commissaire politique. Dès son numéro 5, la revue Europe Action affichait clairement des positions national-socialistes, racistes, antichrétiennes et néo-païennes. Autour d'Europe Action se sont regroupés un grand nombre d'anciens militants de Jeunes Nations, réunis dans des comités d'Europe Action. La revue était éditée par la Société des éditions Saint-Just, qui publia les premiers livres de Fabrice Laroche et de François d'Orcival, ainsi qu'un bon nombre d'ouvrages politiques ou guerriers, ces derniers souvent axés sur le Troisième Reich. Autre émanation de la revue, le Centre d'études pour une économie organique, l'Institut de dynamique économique et biosociologique, ainsi que le groupement d'études des rapatriés et sympathisants. Alors ça c'est intéressant parce que ça a montré que l'équipe dirigeante avait le souci d'agir dans le domaine intellectuel. Mais elle ne négligeait pas pour autant le combat politique, et ils se sont engagés à fond dans la campagne présidentielle de 1965 en faveur de Tixier-Vignancourt. Après l'échec de ce dernier, en décembre 1965, Jean Mabire et Dominique Venner ont annoncé, en avril 1966, la fondation d'un nouveau parti intitulé Mouvement nationaliste du progrès. Ce parti prétendait devenir une puissante organisation militante pour mener à fond la bataille contre le régime et pour que l'Occident gagne la guerre politique du XXe siècle. Ça, c'est tiré de leur littérature de propagande. J'en ai toute une collection. La revue Europe Action a cessé de paraître à ce moment-là, mais elle a été continuée par un hebdomadaire, l'Observateur européen, qui a été publié jusqu'en 1968 et dont le rédacteur en chef était Fabrice Laroche, c'est-à-dire Alain de Benoît. Cet hebdomadaire a servi de tribune
au parti, le mouvement nationaliste du progrès, et le parti a fondé, en novembre 1966, un nouvel organisme qui s'appelait Rassemblement européen de la liberté, de manière à pouvoir intervenir dans la bataille électorale de 1967 en présentant une centaine de candidats aux législatives, candidats qui obtinrent une moyenne de 3% des voix et dont aucun ne fut élu. C'était un bide. Cet échec allait dégoûter Alain de Benoist et les principaux dirigeants du mouvement nationaliste du progrès des aléas des joutes électorales et les amener à la conception d'un combat exclusivement culturel qui allait aboutir en 1968 à la création de la Nouvelle Droite. Alors avant de retracer les débuts du Grèce et de Nouvelle École, il n'est pas inutile d'essayer de faire un bilan de ces 7 années de militantisme qui, depuis la création de la Fédération des étudiants nationalistes jusqu'à l'échec du Rassemblement européen de la liberté, ont vu agir ces jeunes activistes de la croix celtique. Quand on relit aujourd'hui leur littérature de cette époque, comme quand on se souvient du discours de leurs militants, j'en ai connu un certain nombre à l'époque, on est frappé par un certain nombre de caractéristiques. D'abord, chez ces gens-là, il y avait un orgueil et une présomption sans bornes. Leur discours habituel, qui était déjà celui des militants de Jeunes Nations, c'était à peu près celui-ci. Nous sommes des militants purs et durs, des révolutionnaires professionnels, nous sommes une élite, nous sommes les meilleurs, et il n'y a que nous qui fassions du travail sérieux. Tous les autres sont des amateurs et des fumistes. Avant nous, rien de valable n'a été fait, mais maintenant que nous sommes là, on va voir ce qu'on va voir. Le malheur, c'est qu'on n'a jamais vu grand-chose. Alors, parmi cette prétendue élite nationaliste que Jeunes Nations puis Europe Action prétendaient former pour la lancer à l'assaut du régime, personne n'a jamais réussi à inquiéter sérieusement le dit régime. Voilà donc des gens qui avaient lu Lénine, qui avaient lu Mussolini, qui avaient lu Hitler, qui pensaient forger un appareil révolutionnaire capable de réussir un coup d'État, qui avaient cru ensuite pouvoir triompher aux élections, comme l'avaient fait en leur temps les nazis allemands ou les fascistes italiens, et qui se sont cassés les reins sur les dures réalités de la politique. Il ne suffit pas d'avoir des cadres pour avoir des électeurs. Alors de Lénine, on est passé à Gramsci. On sait que ce théoricien marxiste judéo-italien, qui est mort en 1937, avait insisté sur la nécessité de construire une nouvelle conception du monde grâce à la culture, pour changer les mentalités et pour rendre possible le triomphe de la Révolution. Alors Alain de Benoist a, de son propre aveu, repris à son profit cette idée de Gramsci, et il se réclame fréquemment justement de Gramsci. Mais ce combat culturel qu'Alain de Benoist et ses amis vont entreprendre, sur quelles idées va-t-il s'appuyer? Eh bien, un chercheur universitaire, Olivier Moss, qui a présenté à l'université de Fribourg un mémoire intitulé « Les intellectuels de la nouvelle droite et la religion, histoire et idéologie d'un antichristianisme de droite », c'est paru en 2003, il répond à cette question. Pour lui, trois idées forces structurent le discours des intellectuels néo-droitiers. La première idée force, c'est le rejet des valeurs judéo-chrétiennes, dont les plus subversives seraient l'idée monothéiste et l'idée égalitaire. Pour lui, c'est indissolublement lié, monothéisme et égalitarisme. Alors ici, j'ouvre une parenthèse. Le fait que l'égalitarisme serait inséparable du christianisme, c'est un mensonge de la nouvelle droite. Pour le christianisme, les hommes sont égaux sur le plan surnaturel, en tant que créatures de Dieu, appelés à devenir ses fils adoptifs. Mais cette égalité surnaturelle n'entraîne aucune égalité naturelle, et les papes ont souvent rappelé que l'inégalité des conditions était indispensable à l'équilibre des sociétés. Mais la nouvelle droite refuse de distinguer le naturel et le surnaturel. Alors la deuxième idée force, c'est la prétendue nécessité de renouer avec une Europe pré-chrétienne et avec un paganisme réactualisé. Ces retrouvailles avec un passé pagano-européen doivent favoriser la résurgence d'un nouveau cycle historique qui verra l'extinction des valeurs subversives au profit d'une nouvelle européanité. Alors, seconde parenthèse, si vous permettez, cette théorie des cycles, elle est d'origine occultiste. Je ne m'étendrai pas là-dessus, je vous renvoie au travail de Jean Vaquier, Occultisme et foi catholique, les principaux thèmes gnostiques, qui a été publié par l'Action familiale et scolaire en 1988. La troisième idée force de la nouvelle droite met en évidence la valeur suprême de la différence, qui se décline diversement depuis la pluralité culturelle des valeurs et des hommes
jusqu'à l'irréductible singularité des cultures et des mentalités. En fait, cette exaltation de la différence, eh bien, elle constitue une adaptation politiquement correcte des idées racistes qui étaient indubitablement celles de la FEN et d'Europaction, mais qu'il eût évidemment été impossible de soutenir publiquement, étant donné l'ambiance de la société contemporaine. La naissance de la nouvelle droite a été marquée par la parution, en février-mars 1968, d'une revue intitulée Nouvelle École, et par la création, au début du mois de mars 68, donc la même année, d'une association, le GRES, Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Comme le dit Olivier Moss, que je cite, « Le combat culturel du GRES consiste à progressivement pénétrer les milieux médiatiques et universitaires, à mener une offensive de séduction dans les lieux de production de savoir, en s'appuyant sur les réseaux du mouvement, distillant une pensée qui vise à réformer intellectuellement et de l'intérieur les partis de droite. » Fin de citation. On trouve dans le numéro 9 de la revue Nouvelle École cette réflexion révélatrice. Je cite, « Grèce est une franc-maçonnerie de droite. » C'est eux qui le disent, une franc-maçonnerie de droite. Ce dont nous avons besoin, c'est toujours la citation, ce dont nous avons besoin, c'est d'hommes influents, ayant leur place dans les sphères de décision d'aujourd'hui et plus encore dans celles de demain. Fin de citation. Le numéro 17 de la revue Nouvelle École nous donne une définition de la nature du mouvement et de ses objectifs. Je cite, « Le GRES est, selon ses statuts, une société de pensée à vocation intellectuelle, ayant pour but d'approfondir les différents domaines d'investigation philosophique et scientifique contemporains, de contribuer plus spécialement à la connaissance du passé, du présent et de l'avenir de la civilisation européenne, de constituer un courant de pensée nouveau, d'étendre son influence et de pratiquer l'entraide. » Fin de citation. Cette tactique, elle est précisée par le président, Roger Lemoine, dans une plaquette de présentation du GRES. Je cite, « Cette influence peut résulter de la croissance de l'association en tant que telle, aussi bien que des promotions socio-professionnelles dont ses adhérents peuvent être éventuellement l'objet. Les places qu'ils obtiendront bénéficieront en dernière analyse au courant de pensée dont nous sommes le vecteur. » Fin de citation. Et un des dirigeants du GRES, Jacques Bruyas, est revenu en 1969 sur cette tactique d'infiltration discrète. Je cite, c'est important ça, « Une fois armé, chacun d'entre nous peut s'orienter dans la direction lui paraissant la plus propre à lui fournir une parcelle de pouvoir dans notre communauté d'hommes. Mais cela faisant, il n'est pas tenu, et dans certains cas il ne lui est pas conseillé, de dévoiler en tout ou en partie les idées du GRES. C'est en fonction de l'opportunité qu'il s'attaquera à infiltrer nos concepts, nos règles, notre vision. C'est cela le propre d'une société de pensée. » Fin de citation. Eh bien, nous avons là une volonté d'infiltration et de noyautage qui évoque irrésistiblement celle de la maçonnerie. On voit que la référence à une franc-maçonnerie de droite donnée par Nouvelle École n'est pas une simple rodomontade accidentelle. Un bon nombre des dirigeants de la Nouvelle Droite, cadres du GRES et de la revue Nouvelle École, venaient d'Europaction, comme Alain Benoît et Dominique Vénère. Il y avait aussi Jean-Claude Vallat, Pierre Millot, Pierre Vial, François d'Orcival, Jean Mabire, etc. Alors il y a un certain nombre de personnalités qui ont accepté de figurer au comité de patronage de Nouvelle École. Et parmi eux, on trouvait quelques francs-maçons notoires, comme Raymond Bourgine, qui était le directeur des revues Valeurs Actuelles et Spectacles du Monde, comme Louis Powells, qui était un occultiste guédonien, directeur de la revue Planète et futur éditorialiste du Figaro Magazine, comme le romancier Henri de Montfred, ou encore l'écrivain gnostique Raymond Abellio. D'autres membres de ce comité, sans que nous ayons des preuves de leur affiliation maçonnique éventuelle, étaient des gnostiques ou des occultistes, tels les écrivains Paul Ceran et Marc Beigbeder, les universitaires Raymond Ruyé, Mircea Eliade, Stéphane Lupasco et Jean Varenne. Alors, à la revue Nouvelle École, dirigée par Alain Benoît, s'est ajoutée en 1973 une revue bimestrielle intitulée « Éléments pour la civilisation européenne », dont Alain Benoît était l'éditorialiste sous le pseudonyme de Robert de Herth. La revue a publié en 1976 un dossier intitulé « La question religieuse », qui était très hostile à l'égard des catholiques traditionnalistes. À cette presse s'ajouta en 1974 une revue trimestrielle, Études et recherches, suivie par une autre,
panorama des idées actuelles consacré à la critique des livres. Avec un dynamisme qui était digne d'une meilleure cause, l'équipe du Grèce ne se contentait pas de rédiger ses différentes revues, mais organisait parallèlement des colloques, des sessions, des dîners-débats, voire des cérémonies pour la célébration du solstice. De plus, pour compléter la formation de ses adhérents, le Grèce a fondé en 1976 une maison d'édition, Copernic, qui a été remplacée en 1982 par les éditions du Labyrinthe. Dans toutes ces activités se manifestait sans aucune retenue un antichristianisme virulent. Le Grèce allait étendre son influence en infiltrant ses dirigeants dans la presse de droite, profitant de la naïveté, voire de la complicité des dirigeants de cette presse, qui étaient souvent des francs-maçons, comme Bourgine ou Pauwels, ou qui étaient influencés par la maçonnerie, comme Hersan. En 1970, Alain de Benoît a entamé une collaboration à Spectacle du Monde et à Valeurs Actuelles, où François d'Orcival travaillait depuis 1966. Alors signalons au passage que François d'Orcival a quitté le Grèce par la suite, au moins officiellement. Jean-Claude Vallat du Grèce a travaillé aussi à Valeurs Actuelles. En 1978, Pauwels a fait entrer Alain de Benoît au Figaro Magazine, qui venait juste d'être créé. Mais, en 1979, il y a eu une campagne de presse qui a été lancée contre la Nouvelle Droite par le journal Le Monde, relayée par l'Express et le Nouvel Observateur, qui ont dénoncé le racisme, l'élitisme et le néopaganisme véhiculés par la propagande du Grèce. Cette mise en accusation a fait évincer Alain de Benoît de la presse de Bourgine et en 1982, de la presse de Bourgine en 1982 ainsi que du Figaro Magazine. Alors le mouvement s'est ensuite divisé sur les leçons à tirer de la victoire électorale de François Mitterrand en 1981. Et lorsque le Front National a commencé à émerger, peu de temps après, plusieurs des dirigeants du Grèce s'y sont ralliés. Jean-Yves Le Gallou, Jean Varenne, Pierre Vial, Jean Audry et d'autres. Plus tard, lors de la scission du Front National provoquée par l'exclusion de Bruno Maigret, les principaux cadres qui rallièrent ce dernier provenaient de la Nouvelle Droite. De 1983 à 1985, un des dirigeants du Grèce, Jean-Claude Vallat, a fait paraître un nouvel hebdomadaire, Magazine Hebdo, qui offrait une tribune aux idées de la Nouvelle Droite. Il a créé ensuite le journal Marianne, qui est devenu, ultérieurement, le mensuel des clubs Perspectives et Réalité. Plus tard, Jean-Claude Vallat a collaboré au Choc du Mois, qui a paru de 1987 à 1993, ainsi qu'à Minute. Alain de Benoît, lui, il est resté fidèle à sa tactique d'action purement idéologique, et en 1988, il a créé une nouvelle revue trimestrielle, Crisis, qui se voulait, je cite, « lieu de débat », et qui invitait des intellectuels de tous bords. Cette tactique, elle a permis à Alain de Benoît de nouer des liens fructueux avec des intellectuels de gauche, Régis Debray, Jacques Julliard, Jean Baudrillard et Pierre-André Taguieff, tout en proclamant qu'il fallait dépasser le clivage gauche-droite. La chose lui était d'autant plus facile qu'il répudiait publiquement l'héritage de la droite traditionnelle, écrivant par exemple dans son livre « Les idées à l'endroit », publié en 1979, je cite « La vieille droite en France a de tout temps été réactionnaire. L'esprit réactionnaire est peut-être la chose au monde que j'exècre le plus. » C'est dans page 18. Comme l'avait dit autrefois Jean Madiran, la nouvelle droite, eh bien, ce n'est pas l'aile gauche de la droite, c'est bien plutôt l'aile droite de la gauche, et ce n'est pas la même chose, pas du tout. Si ce rapprochement avec des gens de gauche n'a donc rien d'étonnant, l'évolution de certains milieux catholiques face à Alain de Benoît et la nouvelle droite est beaucoup plus surprenante. Dès 1979, Jean Madiran avait posé publiquement la question dans Itinéraire. En parlant des gens du Grèce, sont-ils francs-maçons ? Demandait-il. Alain de Benoît, feignant de croire que la question lui était posée personnellement, répondit avec colère qu'il n'était pas franc-maçon, qu'il n'avait pas de sympathie pour la maçonnerie, et que la question révélait chez Madiran une constitution mentale fortement perturbée. Jean Madiran répondit que la question n'était pas posée aux intéressés, qui peuvent, en raison du secret maçonnique, taire ou démentir leur appartenance, mais qu'elle était posée aux observateurs qui pourraient avoir des renseignements. Et Madiran constatait, je le cite, que l'esprit de la nouvelle droite, de la soi-disant nouvelle droite, est essentiellement maçonnique. Il écrivait ça dans Itinéraire, de février 1980, en page 88. Il ajoutait que face aux deux traditions qui disputent la France, Alain de Benoît répudie les traditions chrétiennes et par conséquent favorise la tradition révolutionnaire. Et il concluait ainsi, je cite Jean Madiran, « Les 4 ou 5 États confédérés qui colonisent la France
et gouvernent ces instruments de communication sociale, ont rejeté la tradition française dans des catacombes qui ne sont plus physiques. Elles l'étaient en 44-45. Des catacombes sociologiques et mystiques. Pour supprimer tout à fait, jusqu'au souvenir de cette tradition, il ne suffisait pas à la gauche d'écraser la droite traditionnelle. Il fallait encore la remplacer aux yeux du public et des jeunes générations par une fausse droite. Et ce fut, au niveau du pouvoir politique, la fausse droite libérale des avorteurs giscardiens. C'est, au niveau culturel, la soi-disant nouvelle droite, anti-chrétienne, anti-traditionnelle, anti-nationale de Raymond Bourgine, de Louis Pauwels, de Robert Hersan et d'Alain de Benoît. Ainsi, il n'y aura plus en France de droite que d'inspiration maçonnique. La franc-maçonnerie, devenue maîtresse de toute la droite et de toute la gauche, assurera, à la place de l'Église, l'unité morale de la nation, et de même celle de l'Europe fédérée et celle du monde dans la perspective d'un gouvernement mondial. Fin de citation. Cet avertissement lucide n'a apparemment servi à rien. On a vu des cadres de la nouvelle droite entrer ou s'infiltrer dans les milieux catholiques traditionnels, en donnant pour raison ou pour prétexte une conversion, qui certes est toujours possible, mais qui hélas est difficilement vérifiable. On a vu ces mouvements catholiques leur confier des postes de responsabilité, oubliant le sage précepte de leurs aïeux, ce n'est pas aux nouveaux convertis de porter la bannière. On voit surtout, de nos jours, s'opérer une osmose entre cette nouvelle droite crypto-maçonnique et certains réseaux guénoniens, composés d'ésotéristes prétendument chrétiens, qui ont investi massivement les rangs du catholicisme traditionnel. L'un d'entre eux, le journaliste Arnaud Guyot-Janin, grand admirateur de Guénon et de Julius Evola, et en même temps très impliqué dans la nouvelle droite, a expliqué lui-même la collusion entre les deux tendances. Alors je cite Arnaud Guyot-Janin, « À travers éléments, nouvelle école, cartouches, etc., on voit apparaître très clairement un vecteur traditionnel majoritairement catholique. Luc Olivier d'Algange, André Coinet, Giovanni Monastra, Christophe Levallois, Philippe Baillet, Janice Trisque et votre serviteur collaborent à ces revues. » Alors, j'ouvre une parenthèse, tous les gens cités sont des gnostiques, tous. Dans une certaine mesure, Michel Marmin a lui aussi évolué, et n'en tient plus pour des positions néo-païennes et antichrétiennes, mais au contraire pour la Vierge Marie porteuse de pureté assomptionnelle. La gnose chrétienne, mais aussi toutes les autres religions, à commencer par l'islam traditionnel, captent son attention. La nouvelle droite n'est pas un parti monolithique. C'est pour beaucoup de traditionalistes un espace de liberté exceptionnel. À la périphérie de la nouvelle droite, David Gattegno, Jean-Paul Lippi, Jean-François Maillère, Jean Parvulesco, Paul Serran, Luc Saint-Étienne, Pierre-Marie Sigaud, Bernard Marillet, Paul-Georges Sansonetti, Dominique Lormier, etc. en font également partie. Fin de citation. Je n'insiste pas sur les détails de ces infiltrations, et je vous renvoie, pour en savoir plus, à l'étude récente de M. Arnaud de Lassus intitulée « La nouvelle droite et sa pénétration en milieu traditionnel », publiée dans Lecture et Tradition en 2004. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.